Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de mon acolyte, rédacteur en chef d'Endurance Mag, mais aussi rédacteur sur groupec.fr et classicoauto.fr. J'ai nommé Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Là, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser justement, c'est le groupec.fr. Et voilà, et Classic Auto aussi, parce qu'il y a quelques articles qui sont sortis pour évoquer donc dans ce nouveau numéro de notre podcast hebdomadaire, l'histoire d'une voiture mythique. Ah, moi j'ai le sourire, j'ai la banane, hein. On va parler de la Jaguar XJR 9. Notre précédent épisode historique avait plu, donc on s'est dit qu'en ce mois de novembre, ça serait sympa de revenir sur un modèle mythique qui a donc enthousiasmé des milliers de fans britanniques, mais pas que, parce que moi j'ai fait partie aussi des fans enthousiasmés par cette voiture et on va vous donner des chiffres, des petites infos que vous ne connaîtriez pas éventuellement pour vous permettre de mieux connaître encore ce modèle mythique, emblématique qui est arrivé dans un contexte historique du groupe C justement, Geoffroy, des années qui étaient assez folles finalement. Dans les années 80, le groupe C c'était le WEC, mais version 80 quoi. C'est un peu ça, c'est le WEC. C'est même carrément ça, parce que ça s'appelait d'ailleurs le championnat du monde d'endurance, donc il y avait déjà cet acronyme WEC. Alors effectivement, les groupes C, pour remettre un petit peu de contexte, puisque c'est vrai que c'est bien de partir de là avant de parler de la voiture en particulier, on est au début des années 80 et il y a une volonté d'avoir une évolution réglementaire, de proposer des voitures un peu différentes. En fait, on est sur les groupes 5, les groupes 6, des voitures ouvertes. Quelques constructeurs ont un peu dominé et sont partis. Enfin bref, on est dans une période où il y a une espèce de réinvention qui est devenue nécessaire. Et c'est quoi, à ce moment-là, c'est quoi? C'est les Porsche 956 qui dominent? C'est quoi comme Porsche? Non, les 956 sont pas encore nés, parce que c'est les premières groupes C, justement. En fait, fin 70, début 80, on est sur des groupes 6, des groupes 5, et on assiste à plusieurs victoires au Mans qui sont, non pas des anomalies de l'histoire, mais des victoires qui sont assez particulières. Je pense, on en parlait quand on faisait notre épisode preview de Bahreïn, mais je parlais des débuts d'Alpine et de la montée en puissance jusqu'à la victoire. Et 78, c'est Renault Alpine qui gagne, les 24 heures du Mans. 79, on a Porsche qui gagne, mais avec une équipe privée, avec une 935 qui n'aurait, entre guillemets, jamais dû être là. C'est 80... un peu comme ce sont des voitures un peu typées GT finalement, c'est un peu comme en 95 quand McLaren gagne quoi. C'est ça. Et puis en 80, on a carrément Jean Rondeau qui gagne, avec donc le premier et le seul d'ailleurs à gagner avec une voiture de sa propre conception en 24 heures du Mans. C'est vrai. On a cette série de victoires un peu étonnantes, qui font la légende des 24 heures du Mans, mais on rentre après dans une autre phase où du coup la FIA décide de catégoriser les voitures engagées en compétition dans plusieurs groupes, essaye de réunifier, puisque comme d'habitude on fait des règlements et puis ça dérive, donc là on est rendu au groupe 5, groupe 6, groupe 6 plus de 2 litres, 3 litres, moins de 6 litres, faut simplifier. Ça donne naissance notamment à un groupe que vous connaissez sans doute qui est le groupe B, les voitures de rallye. Bien sûr. Et puis ça donne naissance aussi au groupe C, qui sont donc les voitures de compétition endurance. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est là, comme ça. c'est quoi, 82, 83? Le début du groupe C, c'est 82. La première saison, c'est 82, sauf que plusieurs constructeurs ne sont pas encore totalement prêts, donc comme d'hab, il y a des petites tolérances. On accepte les voitures qui sont d'anciennes groupe 5 ou anciennes groupe 6, avec quelques adaptations. Tu sais, c'est un peu la période hybride 2004, alors pas hybride au sens motorisation hybride, mais voiture avec un design un peu hybride. Donc là, on a par exemple Lancia qui fait ça. Lancia est engagé dans la première saison de groupe C en 82, je crois même qu'il gagne la première course. Alors que c'est pas une groupe C, mais bon, elle est acceptée. Et ils marquent pas de points au classement des constructeurs, je crois. Parce que du coup, vu qu'ils ont réutilisé un moteur de la Monte Carlo, enfin bref, il y a peut-être des petits ajustements. Le constructeur, en tout cas, qui joue le jeu. Une Nimrod moteur Aston Martin. Non mais qu'est-ce que c'est que ce modèle quoi? Ah ouais, non mais il y avait des choses un peu improbables. Et le premier constructeur qui joue vraiment le jeu et qui est à fond et qui est présent quasiment dès le début, c'est Porsche. Et surprise, c'est le constructeur qui va ultra dominer la catégorie pendant là quasiment la moitié, enfin même un peu plus que la moitié de sa durée de vie, puisque la fin des groupes C, on va dire que c'est 91-92. Après 92-93, c'est plutôt les 3 litres 5, on appelait ça. C'était plus vraiment des groupes C, c'était des sports pour 3 litres 5. Donc ça a duré une dizaine d'années, pendant lesquelles Porsche a été l'épouvantail. Ils ont absolument tout gagné. T'as une moisson de succès Porsche aux 24 heures du Mans, donc j'exclus 81, puisque c'était pas une groupe C.
la 936. Mais sinon, de 82 à 87, c'est des victoires ininterrompues Porsche au 24 heures du Mans. Alors, ça peut s'expliquer, mais 83, un octuplé, je sais pas comment on dit, 8 956 au 24 heures du Mans qui sont dans les 8 premières positions. C'est incroyable. C'est exactement le parallèle aussi qu'on peut faire avec l'époque aujourd'hui, l'époque actuelle avec les 963. À l'époque, les équipes privées, les concurrents qui voulaient rouler en groupe C, achetaient une Porsche 956 parce qu'ils savaient que ça fonctionnait. C'était clairement le constructeur qui avait déjà un programme de vente. C'est-à-dire que c'était pas seulement un artisan qui assemble une ou deux voitures, c'était un constructeur qui pouvait fournir des voitures, qui pouvait fournir un support. Et en plus, ça gagne, et aussi avec le prestige que ça a de rouler aux 24 heures du Mans ou en championnat du monde avec une Porsche. Donc voilà, Porsche a été le constructeur ultra dominant du groupe C. Mais c'est là où on arrive un petit peu sur le sujet du jour. Bien sûr. Évidemment, ça attise les convoitises et ça suscite certains. Ça amène certains à se dire, mais attends, pourquoi on ferait pas tomber Porsche? Pourquoi on n'irait pas se battre contre eux? Donc, Lancia que j'ai cité au tout début pour mettre du contexte, eux ils étaient avec la LC1 qui était donc une ancienne barquette qui a été adaptée, mais pas tant que ça finalement au règlement groupe C. Ils ont lancé la LC2 qui a été la première force d'opposition réelle face à Porsche. Donc ça on est sur les saisons 83, 84, Lancia, etc. Moteur Ferrari quand même. Ah bien sûr, Lancia a moteur Ferrari. Ah oui, non mais si on veut aller dans tous les détails des bizarreries de l'époque groupe C, on va en avoir pour des heures et des heures. Il y a des bouquins entiers qui existent là-dessus, c'est passionnant. Mais en tout cas, Lancia se lance dans un programme avec un moteur Ferrari. Et ils arrivent à faire de belles choses. En championnat du monde, ça gagne. La LC2 a moins de victoires que la LC1, ou en tout cas, elle tombe face à une 956 qui est déjà très 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 bien affûtée. Il y a des batailles, notamment, je crois que c'est à Brandzach, où il y a une bataille qui est restée un peu mythique avec Jackie dans une Porsche qui gagne alors qu'en fait il ne gagne pas. Enfin, en fait, il gagne le championnat. La course a été coupée en deux parce qu'il y avait un drapeau rouge et en fait l'arrivée, la course, enfin comment dire, la course est interrompue par drapeau rouge. On relance la course et au final c'est pas lui qui passe la ligne en premier, je crois pas. Mais en tout cas, il combine le temps total des deux parties de course. Et bref, c'est lui qui est déclaré vainqueur. Mais ça se faisait avant. Voilà, il y avait eu ce genre de choses. Donc Lancia, première forte opposition, on va dire. Et puis, dès 83-84, il y en a un du côté des États-Unis. Je vais peut-être te laisser là apporter un peu plus de contexte si tu veux. Mais il y en a un du côté des États-Unis qui se dit, et qui pense à une marque anglaise, mais qui se dit, j'aimerais bien concurrencer Porsche en utilisant un bloc Jaguar. Ça, c'est quand même dingue parce que d'où vient cette équipe américaine, Groupe 44 Racing, là, qui finalement, avec une Jaguar XJR5, qui la prépare dans ses ateliers en Virginie pour participer donc au championnat IMSA, hein, c'est le même championnat que celui qu'on a là actuellement, hein, aux États-Unis. Se dire, ok, je veux une Jaguar, mais d'où vient cette envie finalement? C'est pas le constructeur Jaguar qui lui-même avait totalement l'envie de se lancer directement en WSC, donc en World Sports Car Championship. Ça a été le passage par l'IMSA qui était déjà un championnat assez relevé à l'époque. C'est comme ça que ça s'est passé? Ouais, en fait, l'IMSA ils sont toujours assez permissifs, mais à l'époque encore plus. Et donc là, en fait, c'est la magie des années 80, mais encore peut-être plus avant, 70, et un peu encore 90 pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est que tu pouvais, de ta propre initiative, lancer un projet et concevoir une voiture, greffer un bloc moteur et en fait quasiment être le représentant d'une marque sans leur demander, je sais pas, mais en tout cas voilà, tu pouvais mettre sur pied un programme au nom d'une marque en exploitant un peu cette notoriété, alors qu'au début ils ne filent pas forcément un rond. J'ai des exemples récents en tête, tu vois. Je pense j'ai deux exemples récents mais qui sont plus possibles aujourd'hui. Un, c'est Pescarolo, où en fait il a commencé à utiliser un châssis courage en greffant à l'intérieur un bloc moteur Peugeot, Sodemo, Peugeot, bloc 607, enfin bref, mais un moteur quand même de voiture de route, on va dire, à la base, coursifié bien sûr, mais... Et je pense qu'au départ, il a fait cette initiative en demandant un peu d'aide, et puis voilà, on a dû peut-être lui fournir, enfin on lui a fourni un moteur, on a peut-être aidé un petit peu, mais en tout cas, progressivement, c'est quand même devenu comment dire, une référence, et ça aboutit, enfin, l'un des sommets de l'aventure Pescarolo, c'est pas forcément la meilleure course, mais tu la connais bien. Un des sommets, c'est quand même le fait que
Peugeot loue à Henri Pescarolo une Peugeot 908. Enfin, il a roulé aux 24 heures du Mans. Lui, non, mais son équipe a roulé aux 24 heures du Mans en représentant, pas officiellement, mais quasiment, Peugeot. Enfin, donc, de cette initiative que lui, il a eue, est né ça. Je pense aussi à une époque, quasiment la même époque, d'ailleurs 2010, les Ford GT qui étaient engagés par Matec. À la base, c'est Martin Bartek qui s'est dit que la Ford GT, elle avait une sacrée gueule et qu'il pourrait en faire une version course. Et Ford a totalement mis son veto au départ. Sauf que lui, il a dit, en fait, je vais le faire quand même. Donc, c'est avec ou contre moi, mais je vais faire une Ford GT parce que le règlement me permet de faire ce que je veux. Donc, c'est énorme. Et ça me fait penser, tu sais, aux Chrysler Viper qui en fait ont été engagés par Gilles Guignot à l'époque avec Rent-A-Car en sponsor. C'est lui qui les a amenés en fait. Hein. C'est pas du tout Chrysler qui voulait absolument s'engager. Et finalement après, Oreca est venu par le passé. Donc là, c'était un peu pareil avec Jaguar. Voilà. Quoi. Et après, Chrysler et Dodge étaient bien contents en 99, 2000, 2001 de taper les cornettes et d'être présents. Et alors là, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a une initiative privée. Donc il y a Bob Tullius qui est aux États-Unis et qui voit un potentiel. Jaguar est un constructeur un peu vieillissant à l'époque. Alors, je sais pas comment on peut les qualifier aujourd'hui, mais bon, c'est pas ouf non plus. En tout cas, à l'époque, Jaguar, il fabrique des vieilles voitures de papy, entre guillemets, hein, c'est l'image qu'ils ont. Ouais, c'est classe quoi. C'est les gentlemen britanniques. Ouais, c'est ça. Et les ventes aux États-Unis sont, je crois, assez confidentielles. Et lui, il y voit un intérêt en se disant. Par contre, ça reste toujours un constructeur où, côté moteur, c'est du costaud, quoi. C'est coupleux, c'est fiable. Donc, lui, il y voit un intérêt et il a un copain. Alors, j'ai mangé son nom, je l'ai plus là sous les yeux, mais. Attends, gros, le Canadien. Le Canadien qui roule avec lui, Bill Adam. Ouais, alors surtout, il se rapproche aussi d'un mec qui gère une concession Jaguar aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'il y a un premier deal qui est passé, c'est en gros du sponsoring. Et ils développent eux leur propre châssis, leur propre voiture. Donc Mais c'est fort parce que c'est face à des March 83G, face à des Porsche 935. Enfin, je veux dire, on est quand même face à des voitures qui sont déjà un petit peu développées, quoi. C'est ça. Et donc, lui, il trouve l'acronyme XJR. Il se dit que ça collera bien pour la compétition. Ah bon, donc, c'est lui qui trouve ça ? Je pense que c'est lui qui le... Ah, énorme, ok. Et donc ça commence avec la XJR5, si je dis pas de bêtises, ou alors j'en ai oublié dans ma hiérarchie. Et donc voilà, donc il y a un programme américain, et rapidement Jaguar voit le truc, et se dit, bon, ouais, c'est pas si con finalement. Donc je connais pas les détails du deal, mais il y a un soutien financier, il y a en tout cas un regard bienveillant, et il y a si ce n'est une aide, au moins pas de bâtons qui sont mis dans les roues, quoi. Donc voilà. Ouais, ok. Jaguar donc là, voit ça. 83, 84, 85, ça se passe bien aux États-Unis. Il y a des victoires d'ailleurs. Ouais. Bon, c'est pas des titres, mais c'est des victoires face à Porsche, on l'a dit, face à des constructeurs. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On se dit que ça serait pas mal, un peu à l'instar de ce qu'on voit avec BMW en IMSA, qui a RAL Letterman Lanigan Racing d'un côté et qui a WRT de l'autre. Là, on se dit, c'est pas WRT qu'on va appeler, c'est plutôt TWR. Alors en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment chez Jaguar ils se disent, on est fin 84, début 85, ils se disent c'est pas mal, ça gagne des courses, bon c'est pas non plus énorme comme portée mais pourquoi pas. Bob Tullius lui il frappe assez fort, enfin d'ailleurs il va faire Le Mans en 85 je crois, parce qu'en plus elle était sur l'affiche officielle des 24 heures du Mans. Lui en gros son objectif c'est de venir au Mans avec sa Jaguar, donc voilà il commence à expliquer à Jaguar qu'il va falloir mettre un peu plus de rond et le soutenir et que lui, il veut gagner les 24 heures du Mans. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en parallèle, chez Jaguar, ils se disent c'est quand même un peu bizarre en tant que constructeur anglais, l'image que l'on a de l'excellence, de la façon anglaise, le luxe, de bosser avec des artisans américains, en fait. Finalement, c'est pas si sensé que ça. Donc, pourquoi on bosserait pas avec TWR qui a déjà du succès à exploiter les XJS, donc plutôt en tourisme, pourquoi on leur confierait pas le programme ? Et 85, il y a une évaluation un peu qui est faite, c'est-à-dire que une XJR5 vient en Europe, je crois, et TWR, en gros, ils la récupèrent, et chez Jaguar, on leur dit, voilà, prenez la voiture, faites ce que vous voulez avec, dites-nous ce que vous en pensez, si c'est viable ou pas de continuer. Et chez TWR, ils disent, non, c'est une bouse, on n'en fera rien. Laissez-nous faire notre propre voiture, quoi. En fait, il y a un test qui est organisé, donc c'est en Angleterre.
je sais plus qui, je suis en train de chercher en parallèle, mais je sais plus qui était au volant. Mais en gros, voilà, c'est ça, ça part de là, et ils disent, bah non, nous, on va pas continuer avec, enfin, on va pas s'engager avec vous, on va pas prendre le programme Jaguar, si c'est ça la voiture. Parce que Ah ouais. elle Donc est la trop lourde, XJR5 elle est qui pas a quand assez... même gagné en Ouais. 85 la catégorie IMSA GTP, bon, C'est ça. 13e du général, mais c'est pas assez pour Tom Walkinshaw qui lui a envie d'exploiter une voiture bien plus performante en fait. Voilà, donc en gros, Tom Walkinshaw, il se dit ça va pas le faire. Donc il se tourne vers Tony Southgate, et là, il lance la conception de la XJR6. Excellent. Alors moi je vais dire un petit mot sur Tony Southgate quand même, hein, si vous ne le connaissez pas. Il est né en 1940, en mai 1940, et en fait c'est le seul ingénieur qui a la triple couronne. Tu vois, on parle de triple couronne avec Bien sûr. Graham Hill. Bah, lui, il a gagné à Indianapolis avec une Eagle en 68, donc en tant qu'ingénieur en chef, hein, évidemment. Mhm. Il a gagné Monaco avec une BRM P160B qu'il a conçue. Et il a gagné les 24 heures du Mans en 88 et en 90 avec Jaguar. Donc Énorme. franchement, Tony Southgate, pas mal. Hein. Énorme. Donc voilà, ça commence chez eux avec la XJR6. Ouais. Et ensuite, 6, 7, j'ai dit quoi, je sais plus. Non, 6. Mais C'est ce ça. qui est fou, c'est que la XJR5 continue en fait aux États-Unis, donc elle Ouais. gagne des courses, elle fait sa vie. Et la Voilà. XJR6, qui elle est développée et conçue par Tony Southgate et Geoff Kingston, elle va finalement être plus moderne et être en Kevlar, en fibre de carbone et peut-être taillée aussi plus pour les courses à l'européenne. Quoi. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que mais c'est marrant, enfin, il suffit de les comparer. Hein. Je vous invite à chercher la XJR5. Donc, vous pouvez pas les louper, celles de Bob Tullius. Elles sont en général toutes blanches. Il n'y a aucun sponsor, ou très peu, il y a marqué Jaguar. Et il y en a toujours une des deux, quand il y en avait deux engagées, qui a le numéro 44. Ou alors l'autre, elle doit avoir le 4. Donc, de toute façon, son numéro fétiche, c'est le 44. Donc, parce Excellent. que le nom de sa boîte, c'est Groupe 44. Et en fait, c'est vraiment quand tu les compares, c'est vrai que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y en a une que tu sens beaucoup plus lourde, beaucoup plus pataude, donc la version américaine. Hein. Et les JR6 déjà qui font beaucoup plus légères, beaucoup plus basses, avec un centre de gravité qui semble beaucoup mieux situé, et une aéro bien plus affûtée. Ça n'a pas grand-chose à voir. De toute façon, vu que ce sont, comme tu l'as dit, deux itérations, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes ingés qui les ont pensées. Certes, elles ont un peu en commun le bloc moteur qui dérive de la XJS, mais sinon, elles n'ont pas grand-chose en commun. Donc, faut pas chercher une filiation entre XJR5 et XJR6, il n'y en a pas. Il n'y a pas vraiment de logique, quoi. Donc après, tu as la XJR7 en 86, et puis arrive la XJR8. Donc il y a à chaque fois des évolutions, quand même, mine de rien, avec l'équipe Tom Walkinshaw Racing. Hein. Et en 87, la XJR8 remporte quand même 8 succès dans le championnat du monde d'endurance. Donc c'est plutôt une très très bonne chose, je dirais, pour ce modèle, pour TWR, qui vise finalement à briser l'hégémonie Porsche. On est là-dedans, non? Ouais, en fait, c'est à partir de là, 87, je crois, 87-8, Jaguar coupe 87. les... Enfin, ouais, c'est fin 87, je crois, Jaguar coupe les finances pour Groupe 44. Donc il n'y a plus ce truc à double tête avec deux types de voitures. En fait, à partir de 88, ils se disent, on va avoir la même voiture, la XJR9, qui sera utilisé à la fois aux États-Unis en IMSA et dans le championnat du monde, parce que ça va simplifier les choses. Donc voilà, fini l'aventure artisanale avec Bob Tullius, place à un programme officiel. Sérieux? Et là, un programme, ouais, déjà sérieux et une vraie démonstration, c'est-à-dire que cette saison-là, 88, elle est ultra dominée. Il gagne en IMSA aux 24 heures de Daytona et il gagne la dernière course. Donc comme ça fait 2 victoires en IMSA, la première, la dernière. Bien. Et puis dans le championnat du monde, il y a pas mal de victoires aussi. Il y a Jarama, Monza, Silverstone, et bien sûr les 24 heures du Mans au milieu. C'est énorme. Donc en fait, en 88, là, c'est vraiment l'année pivot. Alors moi, en plus, c'est l'année où je suis né, donc je suis trop content d'avoir cette XJR9 qui m'a bercé. On évoquera nos souvenirs aussi dans cet épisode sur cette Jaguar XJR9. C'est une évolution de la XJR8. C'est une voiture où on a les deux roues arrière qui sont carénées, donc vraiment taillées pour la ligne droite des 24 heures. Alors pas que, tu viens de nous le dire, hein, elle a gagné beaucoup de courses. 6 sur 11 dans le championnat WSC. Les autres, ils sont deuxièmes quand ils ne gagnent pas. Donc c'est vraiment une voiture qui a été taillée pour les 24 heures. Et donc, on arrive en juin 88. Il y a 50 000
spectateurs anglais qui sont là. D'ailleurs, ça a été la course, si je dis pas de bêtises, la plus suivie de cette décennie 80. Si je dis pas de bêtises, encore une fois, hein, les 24 heures du Mans, parce que tu avais 50 000 spectateurs donc britanniques et t'ajoutais à ça, j'essaie de retrouver les chiffres, mais c'était juste incroyable. Si tu les as, c'était, je crois, 200 000, plus de 200 000 personnes qui étaient aux 24 heures. Bah, c'était c'est l'édition, je pense, dans l'histoire des 24 heures du Mans la plus anglaise. Il y en avait beaucoup, je pense, quand même, après-guerre aussi. Les Anglais aimaient bien faire les déplacements. Je parle surtout les concurrents, mais en tout cas, en spectateur, oui, je pense que là, il y avait une attente. Ça a été une vraie libération, parce que la victoire précédente de Jaguar, c'était 31 ans avant. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Putain, je fais les calculs. Mais, il y avait 5 victoires pour Jaguar, mais c'était pas un siècle dernier, mais en tout cas des décennies bien précédentes, quoi. Non mais voilà, une autre époque, donc là c'était une vraie libération, il y avait une attente, et Jaguar s'est pointé avec quand même 5 voitures, 5 XJR9 qui pour le coup étaient baptisées LM, donc ils ont rajouté le petit acronyme histoire de dire que... Bien sûr. Parce qu'elle avait un dessin, le capot avant était légèrement modifié, la position de l'aileron était un peu différente, donc on avait vraiment une voiture qui était déjà très, très rapide, et qui là était en config Le Mans, comme à l'époque on pouvait le faire, ce que j'adore d'ailleurs, si vous pouvez refaire ça, la CO, ça serait bien. Et du coup, voilà, on a 5 voitures. En fait, jusqu'à quelques jours avant le départ, là encore un truc qui n'est plus possible aujourd'hui, mais Jaguar, ils savent pas à combien de voitures ils vont se pointer. Ils hésitent 3, 4, 5, et en fait 6, et ils arrivent avec le nombre de 5, et avec des équipages qui sont, je sais pas si on va les détailler après, mais qui sont incroyables. On peut. Et voilà, et moi ça m'a fait penser, j'ai eu après un parallèle, alors je l'ai fait dans l'autre sens, mais moi je me souviens de 2012-13 avec Aston Martin qui venait avec 5 Vantage en coloris Gulf, où il y avait vraiment ce côté très anglais. D'ailleurs je crois qu'ils avaient fait la comparaison un peu à... Ils avaient joué cette corde un peu néo-rétro. Tu sais, ils sont retournés à l'Hôtel de France, là, à la Chartre sur le Loir. Ils ont remis en scène un peu les voitures comme à l'époque, quand Aston Martin venait, avec les voitures de course par la route. Enfin, ils ont joué ça, et il y avait une photo Jacobin avec 5 voitures. C'est toujours impressionnant, ça fait... tu gagnes pas la course en impressionnant les autres avec 5 voitures, mais quand même, ça fait une démonstration de force. Et Jaguar, il y avait ce côté-là en 88, vraiment de... ça en imposait, quoi. Ah, ça c'est clair. Alors, tu as parlé de la livrée du groupe 44, donc là c'était encore autre chose. La XJR9, celle qui est évidemment mythique, c'est les couleurs Silk Cut, blanche et violette, moi, qui ont bercé mon enfance. Il n'y avait pas que cette livrée-là, cela dit. Il y avait aussi la couleur Castrol, couleur JVC, mais c'est celle qui est devenue la plus mythique parce que justement, aux 24 heures, cette voiture a réussi finalement à faire plier Porsche, parce que oui, l'objectif a été rempli. Ça n'a pas été une course fluide et facile pour les 5 Jaguars engagés, mais on va dire que l'essentiel a été là. Donc comment ça s'est passé finalement dès les essais? Est-ce que tu as des souvenirs? Non, peut-être pas. Tu avais quoi, 3 ans à l'époque, 2 ans? 3 ans, c'est ça. Ouais, donc bon, je suis pas sûr que tu aies beaucoup de souvenirs, mais comment ça se passait globalement? Donc déjà, démonstration de force avec les 5 Jaguars engagés. Mais bon, en face, Porsche, ils en avaient beaucoup aussi des voitures, hein. En fait, oui, Porsche aussi était assez bien représenté. En fait, ça a été une lutte avec Porsche, puisque c'était la marque à faire tomber. Mais il y a eu des difficultés de chaque côté, c'est-à-dire que un coup c'était... Jaguar est parti devant, il y en a une qui a pris la tête, et puis après, début de soirée et la nuit, en fait une édition des 24 heures du Mans assez classique, on va dire. Il y a eu des abandons de chaque côté, il y a eu des difficultés de chaque côté. Il y a eu notamment chez Jaguar 2 voitures qui ont été touchées par des problèmes de boîte de vitesse. Donc en fait on se disait que voilà, ça allait être le mal qui allait faire tomber toutes les XJR9. Et en fait non, parce que pendant la nuit ils ont creusé un petit peu pour savoir ce qui était le problème. Et en fait c'est pas, les 2 cases n'avaient pas les mêmes raisons, c'était pas un problème générique que toutes les XJR9 allaient avoir. Donc finalement la numéro 2, c'est celle qui s'impose. Elle prend la tête au petit matin, et ensuite elle va plus la lâcher, et elle aura pas de problème de boîte. Donc voilà, il y a eu des casses, mais qui sont pas... c'est pas l'épisode Peugeot 908 avec les pièces qui pétaient en chaîne, voilà.
Non, parce que en face, si tu veux, t'avais quand même les Porsche qui elles aussi finalement ont été prises un peu en défaut. Bon, c'était les années 80-90 hein, où en fait il y avait des problèmes mécaniques et Ouais. c'était normal. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette victoire en fait elle est tellement serrée, il y a très très peu d'écart entre la Jaguar numéro 2 et la Porsche numéro 17, ce qui en fait une course ultra serrée parce que habituellement t'as toujours un tour ou deux d'écart, on va dire. Là, Mhm. à part 2024 où on se disait qu'il y avait Ouais. les 10 premières voitures, je crois, ou 8, Oh, qui étaient ouais. dans les points et dans le même tour. Là, il n'y avait pas de safety car et de choses comme ça. Et pourtant, eh bien, 394 tours de bouclés pour les deux voitures de tête. La Jaguar avec Jan Lammers, avec Johnny Dumfries et Andy Wallace qui s'imposent face à Derek Bell, Hans-Joachim Stuck et Klaus Ludwig. Ça a été vraiment une superbe victoire et démonstration, même si tu vas pas me dire le contraire, enfin je pense pas. On attendait quand même plutôt la Jaguar numéro 1 de Martin Brundle et de John Nielsen, non? Ah mais est-ce que c'est toujours la bonne voiture qui gagne? Alors la bonne au Non, sens celle que le constructeur attend. Non, Peugeot en 2009, c'est pas le cas. Il y a plein d'exemples comme ça où Porsche non plus, hein, en 2015. Porsche non plus en 2015 exactement. Et puis ça me fait penser, à, je sais pas pourquoi, mais je pense à lui, mais à José Maria Lopez où tu sais on en avait déjà parlé en off, je crois, C'est mais vrai. c'est pas vraiment lui qui était attendu non plus pour être champion en WTCC quand Yvan Muller était engagé Et oui, et Sébastien Loeb. et Sébastien Loeb. Donc voilà, après bah, c'est comme ça, ça reste une victoire et ça reste une victoire dans la plus grande course d'endurance. Donc après elle est quand même, comment dire, forte dans le sens où tu as deux pilotes anglais quand même engagés sur la voiture. C'est clair. Donc il y a quand même cette volonté d'avoir un... Parce ils n'avaient pas fait un roster de pilotes comme le fait Toyota actuellement, où tu as toujours, je dis bien toujours, je crois que c'est vrai, un pilote japonais au moins par voiture. Parce que Bah, est-ce qu'ils n'ont pas fait ça? Si, moi je crois qu'ils ont fait ça, hein. Dans Ah non, la non. 1, tu avais Martin Ah Brundle non, non. avec John Nielsen. Ouais. Dans la 2, donc on vient de le Ouais. dire, tu as Jan Lammers qui est le seul étranger, si tu veux, Hum. avec Johnny Dumfries et Andy Bah après, Wallace. c'est quasiment Et tout. tu connais le troisième équipage hein, quand même. Henri Pescarolo qui était sur cette Jaguar numéro 3 avec Raoul Boesel et Ouais. John Watson. Après, les deux autres, c'est pas le cas. Non, parce que les deux autres, c'était plus des engagements, je pense, un petit peu plus exotiques, entre guillemets. T'avais Ouais. la 22 avec Derek Daly, avec Larry Perkins et Kevin Cogan. Alors, bon, Derek Daly, il est irlandais, hein, pas non plus très très loin de Ouais, la ouais, mais bon. Grande-Bretagne. Et par contre, tu as l'équipage américain, Danny Sullivan, David Jones et Price Cobb sur la 21, mais qui eux, pareil, ont connu pas mal de problèmes de boîte de vitesse, je crois, et qui terminent 16e. Mais les Américains étaient quand même là. Enfin, ce trio américain aurait pu quand même faire quelque chose, mais c'est vrai que c'est dingue d'avoir les 5 voitures officielles représentées et que finalement, t'en es deux qui terminent dans le top 5 et puis les autres sont un petit peu plus loin. Il y a eu beaucoup d'abandons aussi hein, dans cette édition. Et alors, j'ai pas, je me souviens plus de tous les détails, donc je vais peut-être me lancer dans un truc où j'ai pas toutes les précisions. Et s'il y a des spécialistes, je vous invite à laisser un commentaire et à compléter ce que je dis. Mais je sais qu'il y avait aussi quand même à l'époque une petite guéguerre entre les... Parce que, comme on l'a dit, on est en 88, donc c'est les XGR9 qui sont engagés aux États-Unis et en Angleterre, et en championnat Oui. du monde, pardon, mais par TWR. Mais il y avait quand même une petite guerre sur les versions américaines ou les versions World Championship. C'est-à-dire que, évidemment, déjà, elles devaient être adaptées quand même pour rouler aux États-Unis. Donc les voitures américaines avaient un 6 litres et pas un 7 litres. Mais surtout, Ah, ils avaient trouvé des petits réglages peut-être au niveau aéro, enfin des choses. Donc je crois me souvenir que au moment où il y a les 24 heures du Mans et où donc tout le monde est réuni, voitures comme hommes et femmes, il y avait quand même des petits secrets en interne entre ceux qui étaient à bosser sur les américaines, on va dire, et ceux qui étaient sur celles du championnat du monde, quoi. Il y avait quand même, on essayait de... T'as toujours envie de faire gagner ta voiture. Donc ah ouais. il y avait un petit peu de secret qui se gardait, quoi, tu vois, même en interne. En tout cas, la sonorité de cette voiture, incroyable. Moteur V12 Atmo, position centrale arrière, 7 litres de cylindrée, enfin 6995 cm3 plus exactement, Mm. boîte 5 rapports, 880 kg. C'est juste mythique, hein. Franchement, on se souvient peut-être pas forcément de cette sonorité, mais on a envie de s'en souvenir en tout cas. Et il y avait beaucoup de boulot de fait sur le bloc, sur le poids global, on va dire, de la voiture. Puisque le bloc V12 était assez lourd. Alors, j'ai pas son poids ici, pardon, mais
En tout cas, je sais qu'il y avait, c'était une des contraintes notamment qui était imposée aux équipes de TWR, c'était d'obtenir une voiture qui soit très légère pour compenser ce poids du V12 qui était très costaud, quoi. Ouais, parce que la voiture en tout faisait 880 kilos. Et ce qui n'est pas énorme finalement, hein, quand on voit que les Formule 1 maintenant font quasiment leur tonne. Mais cette voiture, ouais, elle devait être la plus aéro possible évidemment pour être rapide dans les Hunaudière. Et cette XJR9, franchement, c'est quand même exceptionnel, hein, le palmarès. Donc 50 courses disputées en tout cas d'après mes calculs. En tout 9 victoires, dont les 24 heures du Mans 88. 6e victoire de Jaguar donc dans cette classique Mansell, tu l'as dit, 31 ans après la précédente. 4 pole positions quand même, mine de rien. Et donc des victoires en IMSA aux États-Unis et des victoires dans le championnat du monde d'endurance, hein, le WSC, pour la plus grande joie des Britanniques donc. Et je me souviens de cette image folle, c'était à l'issue des 24 heures 88 où en fait toute la piste a été finalement envahie par Ouais, ils ont ces passé la spectateurs. ligne de chronométrage de manière C'est fou. officielle alors qu'il y avait déjà du monde sur la piste, quoi. Mais oui, Ah oui, oui. mais oui. Ah ouais. Et alors qu'on l'a dit, les deux voitures de tête, avec la Porsche juste derrière numéro 17, qui étaient dans le même tour. Donc Mm. c'était une autre époque et c'était vraiment, enfin moi ça m'avait marqué, hein. Je me souviens, je regardais des résumés, alors je les ai pas vus en 88 parce que je suis né en 88, donc ça allait être compliqué. Mais je les ai vus quelques années plus tard sur ESPN Classic Sport et Wow. je revoyais les résumés de ces épreuves et franchement, mais j'avais halluciné quoi. Bah ouais, et puis c'est marrant aussi. Moi, quand j'ai découvert un peu cette époque des groupes C, j'ai adoré aussi avoir cette opposition en fait à Porsche. C'est-à-dire que effectivement, oui, les Porsche sont mythiques. Alors vous placez dans votre panthéon personnel les 956 et 962 au niveau que vous voulez, comparé aux 917, au GT1, etc. Mais ça reste des voitures mythiques. Mais là, c'était la première voiture qui symbolise cette opposition qui réussit aux 24 heures du Mans. Et après, Ouais, on a eu le Sauber C9, on a eu la Mazda 787B, notamment si on veut vraiment aller dans cette ère c'est clair. groupe C 3 litres 5. Et donc moi j'adore, rien que ça en fait, c'est pas les mauvais garçons, c'est pas les garçons turbulents, mais tu vois, il y a quand même un côté faire tomber l'hégémonie Porsche, parce que comme tu l'as dit, quelques années avant, ils se permettaient d'avoir 9 voitures sur les 10 premiers de leur propre marque. Enfin, c'était quand même. Ils marchaient sur l'épreuve, quoi. Et là, voilà, victoire anglaise qui vient tout rebattre, je trouve ça super, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et des pilotes comme Martin Brundle, hein, qui a beaucoup roulé avec Jaguar et donc cette XJR9, Mhm. Eddie Cheever qui roulait aussi. Là, on parle quand même de pilotes qui font la Formule 1 et qui roulent en parallèle en endurance, hein. Ça, c'est quand même quelque chose de remarquable aussi. Patrick Tambay, bien sûr. John Watson, ancien pilote de F1. Henri Pescarolo, qui a roulé pour C'est vrai. cette équipe. Enfin, moi, je suis bluffé quand même de voir Henri dans les voitures dans lesquelles il a roulé. Enfin, ça mériterait bien un épisode de trajectoire, tout ça. Non, mais Je vous le c'est dis. c'est Ah incroyable. non, Non, mais bah oui, non, mais la diversité de bagnoles dans lesquelles il a roulé, c'est incroyable. c'est dingue, c'est dingue. Bon, t'as Yann Lamers, évidemment, qui a gagné en 88. T'avais Alain et Michel Ferté, qui ont roulé aussi. Alain Ferté, je crois, qui a fait la pole, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, il est passé à deux doigts Ouais, de ouais. monter sur le podium. C'était les années suivantes. C'était pas avec la XJR9 de mémoire. C'était juste après. Mais t'as une sacrée ribambelle de pilotes qui ont pris le volant de ces Jaguars XJR, donc 9 ou après. Mais je suis assez bluffé. Moi, c'est vrai que les souvenirs que j'ai de cette XJR 9, c'est quand même quelque chose, hein. Et puis après, je l'ai retrouvé dans Gran Turismo. Tu vois, je jouais avec mon père et je prenais la Jaguar, lui prenait la Mazda ou la Sauber. Enfin, tu vois, et c'était dans Gran Turismo 4, je crois. Et je me souviens de cette voiture, mais c'était dingue, c'était dingue. J'avais des miniatures aussi, Tamiya 1/18e, j'ai eu par la suite des 1/43e Altaïa, tu vois. Et c'est une voiture qui m'a marqué, je l'avais déjà dit dans l'épisode où on s'était un petit peu posé des questions. Et c'est vrai que je suis content de faire cet épisode aujourd'hui sur la Jaguar XJR9 parce que ça rappelle vraiment des souvenirs. T'en as, toi, des souvenirs justement de cette voiture aussi mythique ou pas forcément? Alors moi, ouais, carrément, si, si. Mais déjà, un souvenir quand même, enfin un souvenir, je sais pas si c'est vraiment un souvenir d'enfance, mais moi c'est quand même aussi une voiture que j'associe beaucoup au fait qu'avant dans la Inaudière, il n'y avait pas de chicane. Puisque en Ah fait, à oui, partir de 90, il y avait des chicanes. Et donc moi, les premiers souvenirs que j'ai d'images des 24 heures du Mans, c'est avec les chicanes, quand j'ai commencé à regarder la course. oui. Mais du coup, après, quand je m'y suis intéressé et que j'ai replongé un peu dans tout ça, quand tu vois le départ, je crois que je sais pas si c'est 88 ou 89, où tu vois le départ filmé de Mulsanne, où tu vois les voitures arriver, c'est juste
incroyable de voir la vitesse, bien sûr, et l'absence de chicane. Après, moi, j'ai eu les petites miniatures aussi, et c'est marrant parce que l'autre jour, je suis retombé dessus, alors j'ai bouffé le nom, mais moi, c'était des miniatures, c'était même pas des 1,43, c'était à une échelle un peu bâtarde, quoi, c'était pas un 64, je sais pas, mais moi, j'avais ça, et je jouais, moi, me faisais un circuit Lego des 24 heures du Mans, tu vois. Ah ouais. Et je les faisais rouler dessus parce que j'allais pas construire une Jaguar en Lego. Quand tu me diras maintenant, je suis sûr qu'il y a un mec qui a fait un kit où tu peux construire une Jaguar groupe C en Lego. Mais c'est possible. oui, bon, c'est sûr, tout existe en Lego. Mais moi j'avais ça et c'était vraiment des petites miniatures qui coûtaient 2 balles. Et j'ai retrouvé la marque l'autre jour, donc là je l'ai perdu, tu vois, je me les suis notés. Ouais. Et bien sûr, puisque tu me connais bien, j'ai qu'une envie, c'est de les racheter, ces putains de voitures. Ah voilà. Donc elles sont très mal finies, hein, c'est pas un truc très beau. J'ai même le souvenir que. Parce que j'avais les Jaguars en version, comme tu l'as dit, en livrée Silk Cut, et j'en avais une en livrée Castrol américaine. Ah Et ouais, non, moi genre, j'avais pas ça. il y avait des trucs des éléments qui étaient vraiment stickés comme un petit scotch, tu vois, dessus, parce qu'ils n'arrivaient pas à peindre, je pense, de manière. Enfin bref, c'était pas super bien fini, mais il faut que j'en récupère. À Rétromobile, si je croise ou à Epoch Auto, si je croise quelqu'un qui vend ça, je vais jeter mon dévolu dessus, je pense. Ah bah il faut, attends, c'est clair, c'est vraiment une voiture mythique. Et pour revenir à Tony Southgate, donc le créateur finalement de cette voiture, parce que elle n'a pas beaucoup dominé cette voiture. Je vais dire que le déclin arrive assez vite finalement, et ça c'est le côté un peu tristoun pour moi qui ai beaucoup aimé cette XJR9. En fait, elle monte ses limites dès 89, en fait, dès l'année suivante. Elle remporte pas de victoire face à Nissan, si bien que Jaguar et TWR va introduire une nouvelle version, une XJR10 à mi-saison finalement, pour essayer de retrouver un peu la face. C'est assez bizarre, non? Tu trouves pas qu'une voiture comme la XJR9 domine toute la saison 88 Ouais. et ensuite l'année suivante, une demi-saison, on se rend compte que bah non, elle est plus dans le coup. Ça veut dire que les progrès étaient assez forts de la part des adversaires, non? Après, ça a été une période où on l'a un peu oublié, mais 89, 10 et 11, c'est 3 années où finalement il y a eu une poussée dingue des constructeurs japonais, puisque en fait tu as évidemment la victoire de Mazda au 24 heures du Mans 91 qui, et là tu faisais un parallèle avec Gran Turismo, est devenue une victoire qui un peu surcotée selon moi, ou en tout cas beaucoup de légendes de créer autour de ça. En fait c'est une boîte à légendes cette victoire, quoi. Ah, ça a été coup de bol. Du fait... Mais bon, ouais, entre les circonstances... on reviendra peut-être sur un épisode historique dans quelques mois ou quelques semaines, hein, sur cette Mazda, parce que c'est quand même génial. T'avais Jackie X en tant que stratège, quoi. Non mais je savais que t'allais sortir ça. Tu vois, c'est ça. C'est exactement ça. C'est 91, c'est la boîte à souvenirs parce que il y a tout et il y a rien. C'est-à-dire que il y a Oreca qui est à la manœuvre, il y a Jackie X qui est là, il y a Johnny Herbert, enfin... Il y a plein de choses qui font que cette course est dingue. Donc il y a Mazda 91 quand même. Il y a 90, les Nissan aux 24 heures du Mans. Enfin, pareil, l'effort déployé par Nissan à l'époque pour essayer de remporter les 24 heures du Mans était dingue. Avec les R90, CK, CP, enfin, des voitures qui sont intimidantes. J'ai eu la chance de les voir il y a quelques semaines au 10 000 Tours du Castellet. Il y avait une panoplie de Nissan qui était là, et c'est des voitures qui sont brutales, très brutales à voir évoluer. C'est quand même triste, parce que comme elles n'ont pas gagné, elles ne sont pas devenues mythiques, alors que franchement, elles ont gagné aux États-Unis, mais pas en Europe. Ces voitures, elles étaient folles. Hein. C'est exactement ce que je veux te dire, c'est qu'il y a eu plusieurs constructeurs qui travaillaient très bien. Nissan en était un, et Toyota. Mais il me voit venir, celui-ci. Et Toyota, où il y a eu une saison où ils ont marché sur la saison en IMSA, ils ont gagné quasiment toutes les courses, je crois, avec les Eagle M4-3, alors là, j'ai plus ça en tête, mais c'est pareil, j'avais fait un parallèle avec Toyota quand ils se sont retrouvés tout seuls en 2018 en WEC, parce que c'est une saison où ils avaient la possibilité quasiment de tout gagner. Et en fait, à l'époque, donc là on est fin de l'ère du groupe C quand même, hein, on n'est plus vraiment en groupe C, mais bon, Toyota a totalement dominé l'IMSA. Et ça, c'est pareil, il faut être, entre guillemets, c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais c'est pour vous en lancer à vous qui nous écoutez. Il faut quand même avoir une bonne connaissance de l'histoire de l'endurance pour se rappeler de ça, quoi, et faire ce parallèle.
Et c'est vrai qu'on est entre spécialistes, donc forcément, on s'en souvient. Alors, je me souvenais pas qu'ils avaient dominé toute la saison IMSA, mais en tout cas, ouais, ce parallèle, forcément, était important. C'est là où on se rend compte que voilà, des constructeurs finalement ont pu entrer dans la légende, comme Jaguar, hein, grâce à ces 2 victoires, donc 88-90. Mais s'ils avaient été battus par Porsche, ce qui aurait pu être logique finalement, on s'en serait peut-être même pas trop souvenu de ces Jaguars Silken. Donc, c'est un peu ouais, le côté frustrant pour certains. C'est sûr que les Toyota 89C, 88, on se souvient plutôt des moments où elles ont abandonné et on se souvient d'un Johnny Dumfries qui essayait je crois, c'était quelle année, je me souviens plus, qui essayait de réparer comme il pouvait dans les chicanes Ford, mais ça marchait pas, il a pas pu repartir. Enfin, c'était dingue. Moi, j'ai des souvenirs aussi comme ça de ces Toyota qui ont jamais été finalement si en réussite. Donc heureusement, on va dire, hein, que quelques décennies plus tard, ils ont gagné. Parce que même avec les GT1, ça c'est peut-être la seule exception. La GT1, elle n'a pas gagné. Non. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Non, c'est ça. Pourtant, elle est devenue mythique. Ah ben parce que là, oui, c'est comme on l'avait dit, c'est un peu grâce à Gran Turismo. Ah, c'est vrai. Enfin, ouais, il y a un côté un peu comme ça, je trouve. Ouais, c'est Alors, pas tu vois, faux, ouais, c'est 92-93. Si tu vas voir les années, c'est le IMSA Camel GT. Ouais. Voilà, où ça gagnait tout. Les Toyota Eagle. Mais non, mais d'ailleurs, 93, on est bien d'accord que Toyota se bat face à Peugeot pour la victoire et qu'il y a des Eddie Irvine et Roland Ratzenberger, ils sont dans ces voitures-là, dans ces Toyota. Bien sûr. Bah, ils sont pas dans ces Toyota là, hein. Ça c'est celle dont je parle, c'est les Eagle MK3, donc c'est vraiment des IMSA, des GTP, des voitures vraiment full pensées pour les États-Unis. Ouais. En Europe, c'est les TS 010, puisque c'est la GT1 et la 020, donc c'est les TS 010. Je crois que c'est la 010, ouais. C'est ça. C'est sûr. Avec Irvine, Suzuki, Sekiya, Ratzenberger, Mauro Martini, Nagasaka, ouais, on se souvient de ces équipages. Et puis tiens, Geoff Liss et Yann Lammers chez Toyota, tu vois, après avoir gagné chez Jaguar, hop là, il est passé chez Toyota, il a fait comme Dumfries, également venu chez Toyota, mais ça a moins marché. Et pour Tony Southgate, quand même, pour boucler la boucle, hein, j'allais dire, parce qu'il a été ingénieur en Formule 1 pendant près de 20 ans, avec BRM, avec Shadow, avec Arrows. Il a été responsable du design du châssis de la Ford RS 200 en groupe B, en rallye. Ouais. Il a d'ailleurs aidé à la création de la MK2, hein, de la version Mark II, de ces Ford, MK3 aussi. Et puis finalement après ça, il a rejoint Tom Walkinshaw Racing. Il a donc été fantastique pour moi en tout cas, hein, puisqu'il a créé cette XJR9 entre autres. Il est resté chez TWR jusqu'en 90. Tiens, parce que ça a gagné en 90, mais après ça gagnait plus. Et il est allé chez Toyota. Tony Southgate avec la TS010, donc c'est pas un hasard finalement que ces Toyota soient si bonnes, je pense, parce que c'était vraiment un concepteur de génie. Il est allé aussi chez Ferrari, il a conçu la 333 SP, il a bossé pour Nissan, la Nissan R390 GT1 96-97, et tu vas voir où je veux en venir, Audi, et après il a pris sa retraite, il a conçu les R8R et R8C, qui vont devenir ensuite les Bentley. Ouais, une des deux, ouais, la R8C qui va devenir la Bentley. Ok. Ouais, bah non, mais là, on est sur du génie. Hein. Enfin, j'avais pas cette Tony Southgate, je crois qu'il faut s'en souvenir. Je vais faire un trajectory en anglais avec lui. Tu vas t'exporter. Alors moi, j'avais, pour boucler la boucle aussi, comme tu le dis, puisqu'on on a balancé quand même pas mal de noms de codes. On a balancé pas mal de noms de codes de voitures, IJR 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, jusqu'où ça va, à ton avis? De quoi Pourquoi les numéros? XJR 5, 6, 7. Là, on a fait la XJR 8, on a parlé de la XJR 9. Ouais. Et ensuite, ils se sont arrêtés où, à ton avis? Je pense qu'ils se sont arrêtés à XJR 12, si je dis pas de bêtises. Alors, XJR 12, ouais, c'est pas mal. Alors, je vais quand même vérifier ma connerie en même temps, parce que je peux pas dire de bêtises. Parce que la XJR 11, pour moi, elle va gagner l'édition 90 du Mans, si je dis pas de bêtises. Attends, je regarde, parce que c'est peut-être la XJR 10, hein, je dis peut-être une bêtise. Bon, on est entre nous, hein, on vérifie. C'est la XJR 12 qui a gagné en 90, pardon. Alors, après, il y en a quand même une que tu as un petit peu oubliée, mais dès que je vais te le dire, ça va te revenir. La XJR 14, ah bon, quand même, avec Ross Brown, qui a lancé ce projet. Ah non, ça te parle pas, la 3,5 litres, la XJR 14.
Bon, bah, je t'enverrai, Ah. j'ai plein de photos de la XJR14. Si, mais je l'ai moins aimé. Mais c'est en Ah oui, 91, effectivement, cette XJR14. Je la trouvais pas trop belle, pas esthétique, si tu veux, avec cet aileron qui, en fait, faisait pas corps, selon moi, hein, avec le proto en lui-même. c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Après, la XJR14, elle a une vie folle, mais bon, on en reparlera dans un autre épisode. Et tout ça pour t'emmener sur quoi? Sur la XJR15. Alors, si t'avais pas la 14, est-ce que t'as la 15? Ah non, pas du tout. Ok. Alors, XJR15, euh, une supercar, on va dire, une voiture. On est très proche dans la philosophie de la McLaren F1. Ouais. C'est une voiture qui est clairement dérivée de la XJR9, donc c'est pour ça que j'en parle, pour faire Ah, le lien. C'est une ok. voiture qui a été produite entre 90 et 92, et qui se voulait être le pendant de la XJR9 en version routière ou track day. Donc en fait, il y avait plein D'accord. d'éléments qui étaient repris au niveau du châssis. Les systèmes de suspension ont été repris. Alors, bien sûr, elle est plus haute, elle a une suspension qui est quand même réglée de manière un peu plus souple, mais il y a pas mal de points communs. Il y a un fond plat, c'est quand même pas trop commun sur une voiture de route. Oui. Le moteur est aussi vraiment un élément structurel, si tu veux, à l'arrière, quoi, exactement comme dans la XJR9. Ouais. Et donc voilà, et donc ça, c'est une voiture, il y en a eu. Est-ce que j'ai le nombre d'exemplaires sous les yeux parce que j'avais fait une petite 50, je recherche? crois, non? J'ai cru voir. Ouais, je pense que c'est une cinquantaine, 53, tu vois. Et donc la XJR15, moi, elle me fait pas forcément rêver. Il y a un côté mélangé, c'est un collage entre ça va être horrible ce que je vais dire. La XJR15, c'est un collage entre une McLaren F1 GTR et une Ford Probe. Je sais pas si tu l'as. Ah ouais, euh, oula. Tu Moi, vois, ça me faisait et penser un peu à une Lotus, tu vois. ouais, Lotus il y a un Esprit, côté peut-être. Lotus Esprit et Honda NSX mélangés, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, ils sont bien, hein, chacune de leur côté, mais bon. Alors, bref, c'est une Oui, mais voiture qui est mélanger, assez. ça va moins bien. Ouais, c'est ça. C'est assez confidentiel comme voiture, hein, puisque comme tu l'as dit, il y a une cinquantaine d'exemplaires, dont la moitié qui sont en spécification en route. Ça coûte une Oui, hein. semi-blinde, pour pas dire Voilà. une big blinde. On est à plus d'1 million d'euros l'exemplaire, hein, vu la rareté. Oh Mais, là là. mais voilà, c'était un peu comme Porsche avait fait aussi avec la 919. Ils ont fait une voiture un peu dérivée, un concept, tu vois, adapté pour la route. Enfin, ils aiment bien les constructeurs quand ils ont l'argent, quand ils ont l'envie d'avoir cette traduction de la version routière vers Bien de sûr. la version course, pardon, vers la route. Bah, enfin, moi, ça me fait penser aussi directement à l'Audi R8, hein. L'Audi Ah bah R8, c'est clair. elle reprend le nom de l'Audi R8 de course des 24 heures du Mans. Et ensuite, elle-même est redevenue une voiture de course avec les versions GT3, GT4. Non mais Mais voilà, attends, on est pour clairement cet là-dedans. exemple, le plus typique, c'est quand on avait des GT qui étaient des protos. Quand t'as la GT1 qui est en version road, enfin je veux dire Street légal, voiture quoi. civile quoi. Ouais Ouais. c'est ça. T'as la Dauer Porsche aussi hein, qui qui existait en version GT, enfin en version de route parce qu'ils voulaient contourner le règlement. Ça c'est quand même magnifique. Et puis moi pour conclure aussi avec ces modèles de Jaguar, je me souvenais pas que c'était la XJR 14, mais il y avait une Jaguar qui était la base de la Porsche WSC 95, c'est qui a gagné et qui n'avait plus de toit mais qui avait été découpé. Et ben c'est la base de XJR 14 en Et qui fait. a connu Cette une voiture qui vie a gagné en aussi 96 sous. et Ouais. 97. Et qui a connu aussi une vie parallèle en étant une Mazda. Enfin, oui, non, mais c'est. Cette caisse, elle est incroyable, la XJR14. Elle est. Ah Il y en ouais. a un exemplaire qui roule régulièrement dans les courses historiques chez Peter Auto. Donc, ça aussi, c'est impressionnant à voir. Parce Ah que ça j'imagine. gueule et parce que c'est très. C'est l'opposé d'une. Dans les groupes C, si tu peux faire une classification des voitures en groupe C, c'est vraiment l'opposé d'une 956, tu vois. C'est-à-dire que la 956, ça va aller très vite aussi, mais c'est quand même assez brut au niveau design, c'est pas très affiné, c'est pas très fin. Nick GR14, c'est incroyable. C'est une Formule 1 carrossée, vraiment. J'aime pas trop cette expression, mais là, c'est vraiment ça, quoi. Si, si, c'est complètement ça, mais encore une fois, je te dis, j'aime pas le fait que cet aileron, moi je trouve qu'on l'a posé juste derrière, et Ah, non, ouais, c'est- côté prototype, j'aime pas. Par contre, ça fait penser à une F1, effectivement. moi, c'est toute ma cam, ça, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Non, mais en tout cas, c'était génial. Enfin, c'était génial. J'espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on a pris du plaisir à faire cet épisode historique, à se souvenir de la XJR9, du contexte, donc, de l'engagement de Jaguar, et puis de la suite. Voilà, c'est un petit peu ça. J'espère que ça vous plaira. On a d'autres idées en tête, d'autres modèles en tête. On a peut-être aussi des courses finalement historiques. On avait fait, je crois, en début d'année, l'historique d'une course aux États-Unis. Ça devait être Sebring ou quelque chose comme ça. Ouais, Donc, c'est vrai.
Donc voilà, c'est des petits formats comme ça qui, au mois de novembre, au mois de décembre, en janvier, voilà, on s'occupe un petit peu, on vous occupe sur l'Endurance Club et on vous donne des infos que vous n'avez peut-être pas forcément. Voilà, tout simplement. Puis nous, ça nous fait bosser, Geoffroy, bosser notre mémoire. Ça me fait rebosser la Jaguar, tu vois, j'étais en train de faire un parallèle dans ma tête aussi avec une voiture où j'aimerais bien qu'on en fasse un épisode dédié, mais là c'est vraiment peut-être trop pointard. Et tu vas pas Ah, aimer si t'aimes pas la XGR 14, c'est la Lola T9210. Je sais pas si si, Voilà, eh ben, bah, je ça, l'aime bien. ouais, ça c'est formidable aussi. Ben, je la connais parce qu'en fait, j'en commente un peu en course historique. C'est vrai. C'est pour ça. C'est pour ça que je la connais. Mais c'est vrai que je sais pas comment te dire. Elle me fait plus penser à la Peugeot. Alors je sais pas, j'ai peut-être des bons souvenirs avec la Peugeot, j'en sais rien. Et donc cet aileron qui sort un peu. Oui, c'est vrai. Autant, je sais pas comment te dire. En fait, je suis tellement habitué à la XJR9 Ouais, que ouais. quand je vois une Jaguar qui a une forme comme ça. Je suis moins fan. Pour les autres, je leur pardonne. La Peugeot, la Lola et ces T'es autres voitures. Mais en t'es tout un cas, ouais, avec puriste, ouais. plaisir Ouais. pour parler de Lola, parce que en plus Lola est en train d'essayer de revenir Ouais. justement en Ouais, ouais, ouais. compétition. C'est pas les mêmes personnes, mais Lola revient en formule électrique, vient en formule électrique, Ouais. et on sait que c'était une équipe qui était vraiment redoutable, hein, à l'époque, donc Ah bah, ça fait plaisir. concepteur de châssis et équipe de très grande qualité, ouais, carrément. Exactement. Donc voilà, on est ouvert. N'hésitez pas à partager donc ces différents épisodes de l'Endurance Club. N'hésitez pas aussi à mettre des étoiles sur les plateformes de podcast, des commentaires. Voilà, on est ouvert à tout et on est là pour partager notre passion. Donc allons-y, on est entre nous. Bah, j'espère juste que ça vous a plu, comme nous, parce que de fabriquer cet épisode, bah, c'était très sympa et de se souvenir un peu du palmarès éloquent, moi je trouve, de cette XJR9. Finalement, on peut le dire, hein, pour conclure, mais c'est celle qui a fait plier Porsche au Mans, finalement, cette XJR9. C'est ça. S'il y a un truc à retenir, c'est ça. C'est celle qui a fait tomber Porsche aux 24 heures du Mans, exactement. Ah là là, que de souvenirs. Bon, ben, on aurait pu passer encore des heures, hein, évidemment. Mais merci beaucoup, Geoffroy, pour ce côté historique et ces chiffres, ces informations. Et puis, on en concoctera d'autres, pardon, de ces épisodes spéciaux. On se concentrera aussi, hein, évidemment, là, à venir, dans les prochaines semaines, sur différents sujets, notamment l'Asian Le Mans Series, hein, parce que ça va bientôt arriver. On fera un petit bilan aussi du WEC. Pourquoi pas, tiens, après la finale de Bahreïn. Et puis du coup, eh ben, essayer de se projeter déjà sur la saison 2025. On aura peut-être aussi un concept un peu sympa. On essaye, hein, de faire des choses, notamment sur des remises de prix, etc. Enfin, on est en train de mettre ça en place, Geoffroy, hein. Ne trahis pas trop de secrets, mais ouais, on va bosser là-dessus pour début décembre. On essaye, on essaye. Je dis rien, mais j'ai dit un peu. Voilà, on va T'as essayer raison. d'être assez positif sur tout le monde. Mais voilà, en tout cas, l'idée c'est d'être un peu proactif sur les différents formats qu'on propose dans l'Endurance Club. Bon, bah merci beaucoup, et puis bah, on se dit à la semaine prochaine, Geoffroy. Eh ben, merci à tous, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Endurance Club avec plaisir, ouais, carrément. Voilà, on parlera pas d'histoire, on a déjà fait l'XJR9, mais on aura un autre beau sujet, un sujet qui me plaît bien, moi en tout cas. Allez, bonne semaine et à très vite.